Travail pénible, travail forcé, travail parfois dangereux. Parmi 152 millions d'enfants travailleurs dans le monde, ils étaient 73 millions à être soumis aux formes les plus dangereuses, selon des chiffres datant de 2019 de l'Organisation internationale du travail. En Côte d'Ivoire, les multinationales spécialisées dans l'exploitation des matières premières sont visées par les ONG. Mondelez, Mars ou encore Nestlé font partie des 7 sociétés mises en cause par des ex-travailleurs qui les accusent de complicité de travail forcé sur des plantations de cacao ivoiriennes. Un procès attendu et un verdict qui pourrait changer la donne dans la lutte contre l'exploitation des mineurs. Le travail des enfants, un fléau persistant, c'est le sujet de ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, ne bougez pas, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va. C'est un tout nouveau mois qu'on entame. C'est le mois de la femme surtout. Oui. Nous, c'est une émission de toute façon qui est déjà focalisée sur les femmes. On traite en tout cas beaucoup de questions féminines et on va en faire encore davantage pendant ce mois-là. Exactement. Ouais, c'est ça. D'où le thème de ce jour, le travail des enfants, parce que ça commence généralement par les femmes. Ce sont les femmes qui éduquent, ce sont les femmes qui donnent la vie, ce sont les femmes qui peuvent permettre ou pas de faire travailler leurs enfants. C'est ça. Donc, on parle... généralement, en fait, ça commence comme ça. Bon, on revient. Alors, en fait, on parle du travail des enfants. C'est un sujet hyper sensible. Et je sais que les téléspectateurs vont se demander, mais ils ont quoi avec sensible? Mais en fait, c'est parce que sensible, c'est le mot préféré de Aurélie. Voilà. Donc, on a tendance à la châtiller avec ça. Je l'assume. Le travail des enfants, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait beaucoup de choses pour éradiquer le travail des enfants dans les plantations, dans les familles, en tant que domestiques et autres, mais c'est un fléau qui persiste. Et peut-être parce que c'est pas forcément pris de la même façon. Il y a des gens qui pensent que c'est pas de l'exploitation, pendant que d'autres pensent que c'est de l'exploitation. Donc, est-ce que vous pensez que le travail des enfants est toujours une exploitation? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu as dit tout à l'heure que ça commence par les femmes, parce qu'on peut observer dans certains coins de rue des mamans avec leurs enfants qui les envoient mendier. Pour moi, ça, c'est absolument inconcevable. C'est vrai qu'il y a la pauvreté qui fait que certains parents sont obligés de contraindre leurs enfants à travailler, à vendre un peu dans la rue et tout ça. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'exploitation des enfants. Et ça ne concerne pas que ceux qui sont dans des plantations de café ou de cacao. D'accord. Je suis absolument d'accord avec toi, Didja. Après, c'est vrai que je vais peut-être insister sur le point que tu as évoqué. C'est vrai que la misère, malheureusement, peut entraîner des comportements qui ne sont pas très sains, qui portent préjudice aux enfants. Les parents sont parfois désespérés et peuvent les encourager ou même les forcer à travailler, ce qui est mal, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je pense qu'effectivement, il y a une distinction à faire et il y a des catégories de travaux, finalement, qui sont pas les mêmes, quoi. Tu peux travailler, aider tes parents au champ quand tu habites peut-être quand tu vis en zone rurale, de temps en temps, ou travailler en tant que, je sais pas moi, domestique, servante dans une ça, c'est pas pareil. Et quand tu es très jeune, ça peut être... C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement les limites du travail des enfants. À quel moment on considère qu'il y a une exploitation des enfants. Mais par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit à cause de la femme. Je pense que c'est un problème de la société de manière générale. Ouais. Le manque de pouvoir d'achat, la misère, ça, on est d'accord. Ouais. Ça emmène les parents à pousser les enfants, à les aider à subvenir à leurs besoins parce que souvent, certains sont trop âgés, ils ne peuvent pas travailler. Il y a d'autres choses qui interviennent également. Et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Ce sujet est très sensible. Voilà. Je vous rejoins toutes, mais je pense aussi qu'Aurélie a raison quand tu dis qu'il faut limiter, parce qu'il y a des enfants qui travaillent avec joie, peut-être ils veulent le faire ou ils ont envie d'apprendre, tant que peut-être c'est pas forcé, dangereux, à partir de quel âge et tout. Et puis qui sont ceux qui sont derrière, qui en bénéficient? Parce que si l'enfant le fait pour sa maman parce qu'elle n'a pas les moyens, je pense que c'est possible de comprendre, mais quand il vient d'ailleurs, par exemple, qu'on l'a mis dans un cargo pour venir travailler, qu'il est exploité, tu vois, ça, vraiment, c'est grave, quoi. Mais par contre, pour revenir à ce que tu dis sur le fait, même si parfois, c'est pas forcément à fin d'exploitation,
si c'est culturel et qu'on a intégré le fait de faire travailler ses enfants, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a aussi un changement de mentalité qui doit s'opérer. On comprenne que c'est mieux que les enfants soient à l'école plutôt qu'à contribuer aux revenus de la maison. Mais est-ce que les parents qui justement emmènent les enfants dans des plantations, est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi de les emmener à l'école? Il y a tout ça en fait. Il y a tout un truc, mais ça reste que l'enfant en fait sa place est normalement à l'école. On a posé la question comme tous les jours à nos chers téléspectateurs. Est-ce que vous pensez que le travail des enfants est toujours une exploitation? On écoute certaines de vos réponses. On parle d'exploitation d'enfants dans plusieurs domaines. Par exemple, si je veux prendre la maçonnerie, par exemple, c'est un métier qui n'est pas adéquat, qui n'est pas habile pour un enfant. Voilà, le travail de maçonnerie, c'est un travail qui est, on peut dire, qui est fait pour les grandes personnes, les personnes adultes. Voilà, pour ce travail-là, on peut dire que c'est un travail d'enfant. Ce n'est pas bon pour les enfants. Mais pour un parent qui est au village, qui va au champ avec son enfant, je pense que là, c'est l'apprentissage, c'est la transmission du savoir du père à son fils. Donc, pour le père, à ce niveau-là, il faut que l'enfant soit à côté de lui pour apprendre certaines choses. Voilà, en ce moment, on ne peut pas parler du travail d'enfant. Maintenant, il y a des travaux aussi champêtres que les enfants ne peuvent pas faire. Par exemple, abattre un bois, l'enfant ne peut pas faire ce genre de travaux. Donc, les parents eux-mêmes, ils sont à côté, c'est eux-mêmes qui font ce travail. Et puis, ils disent par exemple à l'enfant, voici comment il faut abattre un bois. Les temps actuels, avec l'évolution, les enfants, on les place à l'école. Voilà, donc aider les parents dans les champs, ce n'est pas en tant que telle une mauvaise chose, mais il faut d'abord que l'enfant arrive à l'âge qu'il faut pour pouvoir le faire. Parce qu'un enfant de 5 ans ou 10 ans qui va au champ pour aider les parents, vraiment, je pense que ça va dans le cadre de la maltraitance des enfants. Si l'enfant accompagne le père d'aller au champ pour l'envoyer à faire des commissions, ce n'est pas des représentations. Mais c'est des travaux que l'enfant ne doit pas faire, que le père force son enfant à faire, c'est ça qui est l'exploitation de l'enfant. Je pense qu'on aurait pu interroger des femmes aussi, pour voir un peu, J'avoue, c'était pas très mixte, c'est ça. On doit le dire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un niveau de compréhension. Le monsieur dit quand tu accompagnes ton enfant, si l'enfant t'accompagne pour voir un peu ce que tu fais, il n'y a pas de souci, c'est pas de l'exploitation. Mais même ça encore, est-ce que l'enfant doit t'accompagner dans un champ pour aller S'il est en vacances, pourquoi pas? Voilà, mais pas pendant que ses amis sont à l'école. Nous tous, on a envie que nos enfants apprennent la valeur du travail. C'est important. La valeur quand du travail, ils sont absolument. jeunes, on peut leur demander de faire des tâches, des petites tâches adaptées à leur âge. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites à toute chose. Mais en général, faire travailler un enfant comme ça, comme je vois sur l'image, dans des champs ou dans des mines, c'est pas normal. Non, mais ça, c'est absolument c'est complètement différent. Ouais, mais je pense qu'effectivement, ça va être une question de temps, passer sur par exemple sur un chantier ou sur un champ, une plantation, ce que tu veux. Le temps qui est consacré à ça, est-ce qu'il ne devrait pas être consacré à autre chose, à un épanouissement, à l'école? Et puis il y a aussi le côté, est-ce que c'est pénible comme travail? Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est physique? Il faut savoir que dans nos communautés, les parents avaient plusieurs femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Pour les aider à travailler dans les plantations. Ils conçoivent juste parce qu'ils pensent justement, ça c'est de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre, exactement. Bon, écoutez les filles, comme d'habitude, on va en parler avec nos invités du jour qui pour le coup sont des spécialistes dans le domaine et dans la protection de l'enfance. On va accueillir tout de suite en plateau Chantal Ayemou, présidente RIDEF, donc le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bonjour et bienvenue. Nous avons également Patrice Nguessan, assistant projet protection des droits de l'enfant à l'ONG DDE Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour à bienvenue, tous les deux. vous allez bien? Merci, bonjour mesdames. Bonjour. Alors on va parler du travail des enfants, c'est votre spécialité. Vous êtes sur le terrain tout le temps, vous savez un peu ce que c'est. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on va ensemble regarder un reportage sur le travail des enfants et on se retrouve tout juste après. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que dans les plantations de café et cacao. Ils sont nombreux ces mineurs qui se faufilent entre les voitures pour vendre paquets de mouchoirs, gel désinfectant ou encore chewing-gum à la sauvette. Dans les pires des cas de figure, ils travaillent tard dans la nuit ou risquent leur vie dans des mines d'or. L'une des premières causes de ces fléaux, la pauvreté. Le 18 septembre 2019, l'État ivoirien lance le plan d'action national 2019-2021 visant à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, dont la mise en œuvre est estimée à 76 milliards de francs CFA.
Mais la situation reste déplorable sur le terrain. Selon une enquête menée par l'UNICEF en 2015, environ 1 500 000 enfants sont concernés, parmi lesquels 37,8% mènent une activité dangereuse pouvant nuire à leur bien-être moral, mental ou physique. Sur le plan juridique, la loi numéro 2010-272 du 30 septembre 2010 interdit la traite et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Toute violation est passible d'un emprisonnement allant de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA. Depuis 2002, le 12 juin est consacré Journée mondiale contre le travail des enfants, un moyen pour l'Organisation internationale du travail de placer ce phénomène persistant au cœur des politiques publiques internationales. Voilà, alors Chantal et Patrice, on l'a entendu dans ce reportage, selon les chiffres de l'UNICEF, qui datent de 2015, donc quelques années quand même, environ 1 500 000 enfants sont travailleurs. 37,8% d'entre eux mènent une activité dangereuse. C'est quand même un chiffre assez choquant. Mais pour vous qui êtes sur le terrain et qui travaillez dans ce domaine, décrivez-nous un petit peu la situation aujourd'hui. Ok, merci encore à NCI d'offrir ce plateau pour encore parler de ce phénomène qu'est le travail des enfants et qui mine vraiment la vie de nos enfants. Et ce phénomène pour lequel nous, en tant qu'adultes, nous devons pouvoir conjuguer nos efforts pour l'éradiquer. Parce que, comme je l'ai entendu, la place de l'enfant, ce n'est pas dans les plantations, ce n'est pas non plus dans les commerces, ce n'est pas non plus aussi à la maison, mais la place de l'enfant, c'est d'être à l'école pour être éduqué. Effectivement, la question du travail des enfants est une réalité en Côte d'Ivoire. Le travail des enfants, c'est quoi? D'abord, nous allons voir la notion de l'enfant même. Quand on parle d'un enfant, c'est qui un enfant? C'est ça. Un enfant, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est une personne physique, une personne, on va dire humaine, au risque de me répéter, qui a moins de 18 ans. Et le travail, c'est une activité économique qui est exercée, qui est soit rémunérée ou qui n'est pas rémunérée. Donc, le travail qui est effectué par un enfant, c'est-à-dire une personne physique, qui porte atteinte à son évolution, à son éducation, à son développement, à sa croissance normale, c'est ce travail-là qui est qualifié de travail des enfants. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réalité, effectivement, en Côte d'Ivoire. Les chiffres que nous venons d'entendre sont réels. Et il faut dire que le travail des enfants n'est pas seulement, on va dire, c'est pas seulement dans une zone. C'est dans toutes les zones qu'on les retrouve. On les retrouve en milieu rural, comme on les retrouve aussi en milieu urbain. En milieu rural, selon l'enquête de l'OIT, cette enquête date de 2010, qui a démontré que lorsqu'on prend 100 enfants en milieu rural, il y en a environ 31 qui exercent, qui sont économiquement actifs. Et en milieu rural, on trouve environ 21% d'enfants qui sont en milieu urbain, économiquement actifs. Ouais. Donc, c'est pour dire que la question du travail des enfants, ce phénomène-là, que moi j'aime bien l'appeler, c'est un phénomène, est vraiment réel au niveau de la Côte d'Ivoire. Patrice Nguesson. Oui, mesdames, merci encore pour ce temps qui est consacré à la protection des enfants, parce que le travail des enfants, c'est une forme de vulnérabilité que subissent nos bouts de chaux. Donc, nous avons fait de ce travail-là, ou plutôt de ce phénomène-là, vraiment, je veux dire, quelque chose contre lequel nous devons lutter, pour l'épanouissement des enfants. Il faut dire que le phénomène, il est réel, il est visible. Aujourd'hui, dans les rues d'Abidjan, au feu tricolore, nous voyons des enfants qui sont engagés dans le commerce, dans le transport. Nous voyons des enfants qui sont actifs. Et récemment en Côte d'Ivoire, avec le phénomène de l'orpaillage clandestin, nous avons vu qu'en zone rurale, malheureusement, des enfants étaient engagés dans des mines clandestines. Donc, voici autant de choses qui minent en fait le bon développement des enfants en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, ONG, par nos actions, nous venons pour non seulement dénoncer ces faits-là et prendre des actions pour aller contre
la prolifération de ce phénomène. Mais si on revient justement aux enfants qui sont sur les feux tricolores, qui sont sur la route, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qui est très flagrant. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées contre les enfants dans les populations de champs café-cacao. On voit des actions qui sont menées. Mais pour les enfants qui sont au feu tricolore, ils sont toujours là. C'est difficile de les enlever. Pourquoi ? Oui, justement, parce que le focus, on s'est focalisé sur les plantations de café-cacao. D'accord. Et du coup, on a laissé les autres secteurs dans lesquels on retrouve aussi pas mal d'enfants. L'étude de l'OIT dont j'ai parlé tout à l'heure a révélé que 35% d'enfants sont effectivement dans l'agriculture de façon générale. Et dans le commerce, on retrouve un peu plus de 22% des enfants. Au niveau du secteur du travail domestique, on a environ 9%. Particulièrement au niveau du travail domestique, l'organisation dans laquelle je travaille a fait un travail vraiment énorme là-dessus. Nous avons mené une enquête et il a été révélé que quand on prend 100 personnes qui sont employées domestiques, on retrouve 23 qui sont des mineurs. C'est incroyable. C'est-à-dire que ces enfants mineurs qui devaient être à l'école sont dans des ménages travaillant pour des personnes qui les ont placés dans certaines familles et qui subissent toutes sortes de violences. La place de ces enfants, c'est à l'école. Mais est-ce que la pauvreté est la cause principale, enfin je sais que c'est l'une des causes principales, mais est-ce que c'est la seule cause qui emmène l'exploitation des enfants, à votre avis? Non, je ne pense pas que la pauvreté, c'est une des causes. Certains parents qui n'ont pas les moyens, et c'est pour cela que nous, en ONG, nous avons salué la loi sur l'école obligatoire. Voilà. Mais encore là, il faut que les mesures puissent suivre pour que l'école soit effectivement gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Parce qu'un parent qui a 3, 4 enfants, qui n'a pas les moyens de les scolariser, on va me dire, bon, si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas en faire. Mais on sait ce que c'est. Voilà, on sait ce que c'est. Et aujourd'hui, l'éducation coûte très cher. Voilà. Donc, ces parents qui se retrouvent dans des situations pareilles ont tendance à choisir un enfant ou 2 enfants qu'il faut scolariser et puis l'autre est laissé pour compte. Ou bien même, il y a certains même qui décident même de ne même pas les scolariser. Ça, c'est un fait. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que, en fait, certaines personnes abusent de la confiance de certains parents. On le rencontre, hein, quelqu'un qui vit en milieu rural dans un village, quelqu'un qui t'envie, il arrive, bon, donne-moi ton enfant, je vais à Abidjan, je vais le scolariser. Et puis, une fois ici, l'enfant sert à autre chose, à vendre des mouchoirs, à travailler dans des ménages. C'est la triste réalité. Voilà. Comment se passe le recensement de ces enfants-là? Monsieur Patrice, oui, je voulais juste ajouter, comme Madame a demandé, est-ce que c'était la seule cause? Je voudrais ajouter qu'il y a les pesanteurs culturels qui agissent dans ce domaine-là, voilà, qui souvent poussent des familles à conduire les enfants dans la rue, par exemple pour la mendicité. Nous savons qu'il y a des pesanteurs culturels qui obligent, je ne sais pas si c'est vraiment une obligation qu'il faut respecter, mais des familles à pousser les enfants à aller mendier. Parce qu'il paraît que c'est une mafia aussi. Hein, voilà, des enfants qui se font exploiter littéralement dans ce domaine et donc qu'on retrouve aussi dans les rues en train de travailler souvent pour rapporter de l'argent. Et ça, c'est le côté des pesanteurs culturels. Mais il faut dire que la majeure partie de ces enfants-là est poussée dans la rue parce que le tissu familial est beaucoup fragilisé. Parce que les moyens de subsistance ne leur permettent pas vraiment d'être pris en charge convenablement par les parents. Donc nous voyons que c'est ça. D'accord. Et comment se passe avec vos différentes ONG le recensement des enfants et la première étape d'une prise en charge? Pour une identification, il faut cibler des zones d'activité. Voilà. Donc nous pouvons mettre en œuvre un projet qui va s'intéresser par exemple aux enfants portefeuilles. Donc, il faut aller maintenant sur les marchés. Vous allez à Bobo, vous allez voir les enfants qui poussent les brouettes. Vous allez voir les jeunes filles qui vendent les sachets bleus dans les marchés et en même temps qui portent les bagages. Donc, il faut aller dans ces zones-là, rencontrer ces enfants qui souvent sont organisés par des gens. Puisque les brouettes, par exemple, sont détenues par des adultes qui les mettent en location. Donc, ils connaissent en fait les enfants qui viennent les louer. Donc, il faut passer par ce genre de personnes pour identifier les enfants qui sont dans le domaine et pouvoir maintenant les faire sortir, les mettre dans un environnement protecteur si le projet le permet. Donc, par exemple, un centre d'accueil où l'enfant va
carrément sortir de ce domaine-là et commencer à suivre une formation, une rééducation et un accompagnement jusqu'à une réinsertion. Oui, d'accord. Vous, Chantal? Je voudrais, avant de répondre à la question, revenir sur les causes. L'une des causes aussi, ce sont les familles recomposées, dans lesquelles les enfants ne se sentent pas, dans lesquelles les enfants ne sont pas épanouis et qui se sentent obligés d'aller dehors. Et lorsqu'ils arrivent dehors, ils sont accueillis par des réseaux, des clandestins qui sont là, qui attendent et qui les exploitent à des fins, on va dire quoi, sexuelles, à des fins économiques. Voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, ça devait pouvoir attirer aussi notre attention, nous, en tant qu'adultes. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Donc, si on se sépare parce qu'on ne veut plus rester ensemble, il faut bien que l'accent soit mis sur l'éducation des enfants. Pour ne pas que ces enfants-là se retrouvent demain dans la rue. Et ce que nous faisons, comme il a dit, généralement, c'est en termes de projet que nous fonctionnons. Tout à l'heure, j'ai parlé du secteur du travail domestique. Nous sommes intéressés à ce secteur. Pourquoi? Parce que en 2013, on avait animé des émissions de sensibilisation sur une radio de la place. Et puis, je crois 2 jours après, il y a quelqu'un qui nous a appelés pour un cas de maltraitance d'une petite fille de 12 ans qui travaillait comme personnel de maison dans une famille. Je vous assure que la petite fille, quand je l'ai vue, vous ne pouvez pas la voir en tant que mère, en tant qu'une personne humaine, et puis rester indifférent. Donc, nous nous sommes posé la question, mais c'est que toutes ces femmes, ces jeunes filles qui sont dans des ménages subissent des abus, qui restent silencieux, qui ne sont pas connus. Exactement. Et cette petite, elle est battue tout le temps. Quand nous la rencontrions, elle avait le pouce qui avait été mordu. C'est pas vrai. Et tout son corps était truffé de cicatrices. Une petite fille qu'on a fait venir du Bénin. C'est une réalité. Donc, je veux dire que c'est par projet, en fait, que nous fonctionnons. Et quand nous travaillons sur ces projets, tous les enfants que nous identifions sont accompagnés et sont pris en charge. Et nous faisons aussi le plaidoyer, nous avons fait le plaidoyer pour que ce secteur-là soit formalisé pour ne plus qu'on retrouve des enfants. Mais quand vous dites qu'ils sont pris en charge comment? Est-ce que vous avez un centre où vous les accueillez? Comment est-ce qu'ils sont? Pourquoi? Parce qu'ici, ils doivent après retourner encore là où ils sont. Justement, nous travaillons avec le ministère de la Femme et avec certaines structures comme DDC et Kavouekiva qui ont des centres. Quand nous avons des enfants que nous identifions, c'est à ces structures-là parce que nous n'avons pas de centre d'accueil. D'accord. Voilà. Donc c'est un travail de coopération entre différents acteurs. Oui. Mais tous les enfants avec lesquels vous travaillez ne peuvent pas être scolarisés à nouveau. Pour eux, qu'est-ce qui est prévu? Normalement, au niveau du ministère, il y a un programme de réinsertion. Voilà, en fonction du plan de vie qu'on élabore pour l'enfant. Il y a un programme de réinsertion. Au niveau du ministère, il y a une direction qui s'occupe de la protection de l'enfance. Voilà. Pardon, je vais vous laisser terminer, après on va partir en pub. Allez-y. D'accord, pour enchérir un peu sur ce que madame a dit concernant la réinsertion, ce n'est pas uniquement dans la scolarisation, parce qu'il y en a qui ont déjà 14 ans, 15 ans. Voilà, on ne peut plus repartir au CP1 avec eux. Et donc, à partir de cet âge-là, il faut préparer ce qu'on appelle une activité génératrice de revenus, donc soit pour renforcer les moyens de subsistance de la mère, pour prendre en charge l'enfant, ou bien commencer à mettre l'enfant en apprentissage pour un métier. Voilà, puisque à partir d'un certain âge, notamment à partir de 14 ans, le Code du travail nous reconnaît quand même le droit de mettre un enfant en apprentissage, mais pas encore pour l'exploiter, non, mais pour lui-même, lui accorder des compétences de vie. Voilà, donc normalement, jusqu'à 16 ans, un tel enfant devait pouvoir commencer à se prendre en charge si les pesanteurs familiales sont de sorte à ce qu'ils ne puissent pas en bénéficier ou bien bénéficier d'un appui. C'est ça. On va revenir et continuer à discuter de tout ça dans quelques instants. On se retrouve après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous prendre en compte, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle du travail des enfants. L'exploitation des enfants surtout. Nous sommes avec Chantal Ayemou, présidente de RIDEF, Réseau Ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Nous avons aussi Patrice Nguessan, assistant projet protection des droits de l'enfant à l'ONG DDECI. Alors,
Il y a une chose que j'ai en tête, je ne sais pas si je peux, je ne fais pas l'avocat du diable, hein, mais il y a des enfants qui aident volontairement leurs parents. Peut-être parce que les parents n'ont pas les moyens, on en parlait même avant de vous recevoir. C'est-à-dire qu'ils sont petits, la maman n'a vraiment pas les moyens et il veut vraiment aider ces parents-là. Comment on fait quand c'est comme ça? Bon, on peut être tenté peut-être de légitimer certaines choses, mais il faut dire que nous travaillons sur la base du droit. Ouais. Voilà. Il n'y a que le droit pour codifier vraiment les rapports humains. Voilà. Et pour ne pas abuser, parce qu'on ne sait pas tout le temps si l'enfant effectivement est d'accord ou pas. Ouais. C'est pourquoi il faut définir un âge minimum à partir duquel l'enfant peut s'engager. Voilà. Alors, Kadi, je voudrais rajouter quelque chose. Comme elle l'a dit, il y a des enfants qui veulent aider leurs parents. Mais c'est vrai que vous êtes des ONG qui aident ces enfants-là à s'en sortir. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des familles derrière. Si vous aidez les enfants à pouvoir à repartir à l'école, comment ces familles-là sont prises en charge aussi pour pouvoir subvenir à leurs besoins en réalité? Puisque c'est pour ça que les enfants travaillent pour eux. Tantôt, je disais qu'on mettait aussi en place des activités génératrices de revenus qui bénéficiaient aux mamans. Aux mamans? Voilà. Ah, d'accord. Puisque l'enfant, souvent, ne peut pas encore faire du commerce à son âge, à l'âge auquel on l'a recueilli. Donc, l'activité génératrice de revenus, c'est à la maman que cette activité est confiée. Donc, à elle d'en utiliser les revenus pour prendre en charge l'enfant. Donc, ça consolide, en fait, en même temps, les moyens de subsistance de la famille. Chantal? D'accord. Oui, en fait, je voulais rebondir sur la question de... Aurélie. En fait, c'est vrai que certains parents peuvent rencontrer des difficultés. Mais de grâce, ce n'est pas aux enfants d'aller chercher le pain quotidien pour venir aider ou, je veux dire, pourvoir aux besoins de la famille. Si on tombe dans cette façon de faire, on risque de retrouver tous nos enfants en dehors des classes de l'école. Parce que tout le monde a des difficultés. Tout le monde en a. Comme il a dit, il faut... La société humaine est régie par des règles. Ce sont des enfants. La loi dit qu'il y a un âge minimum pour travailler. L'âge pour entrer en apprentissage, c'est 14 ans. L'âge pour contracter un travail, c'est 16 ans. Et l'âge pour faire des travaux dits dangereux, c'est 18 ans. Ouais. Alors, est-ce que ces catégories, ces âges sont connus du citoyen lambda? Parce qu'il y a peut-être un problème d'éducation des parents. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils sont finalement en dehors du droit et que ce qu'ils font est illégal? Les juristes disent nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer la loi, on est d'accord. Nous, les ONG, nous faisons notre travail, nous sensibilisons, nous portons l'information pour que chacun connaisse la loi et que chacun puisse marcher en fonction de la loi. Parce que si on y prend garde, nous allons trouver beaucoup d'arguments, beaucoup de prétextes pour laisser nos enfants dans les plantations, dans les commerces, en tout cas en dehors de l'école. Et ça, c'est un phénomène dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est pour cela qu'il y a la loi sur l'école obligatoire et on va dire l'école gratuite. Et nous tous, nous devons pouvoir conjuguer nos efforts pour que cette école-là soit vraiment gratuite. Alors, vous parlez de prise en charge des enfants dont les parents sont peut-être conscients et qui les envoient délibérément travailler. Mais en ce qui concerne les enfants de la rue, est-ce que vous les prenez aussi en charge? Eux, ils n'ont pas de parents. Comment est-ce que se passe une prise en charge pour un enfant de la rue? Qui travaille volontairement pour lui, pour sa subsistance finalement, c'est pas pour quelqu'un. Si. Faut dire que nous avons aussi des projets pour les enfants en situation de rue. Voilà. Parce que eux, ils sont des enfants en danger. Et à la faveur de la Covid, on a vu qu'ils étaient littéralement affamés. Voilà, parce qu'avec le couvre-feu, les maquis ne fonctionnaient plus. Parce que la nuit, eux, ne se restaurent que des restes de ces personnes-là. Donc, franchement, ils étaient littéralement affamés. Il fallait s'organiser, les faire sortir des rues, les placer dans des centres d'accueil pour pouvoir prendre soin d'eux jusqu'à ce que les mesures, plutôt l'état d'urgence soit levé. Donc, il y a toujours des programmes qui visent ces enfants-là. Parce qu'ils sont toujours aux portes des prisons, aux portes des commissariats, de par leur présence continue dans les rues.
Donc nos projets, en fait, de façon transversale, prennent en charge ces enfants. Est-ce que vous êtes financièrement soutenu un peu par l'État? Parce que j'imagine que ça doit coûter cher, non, tout ça? Franchement, à l'heure actuelle, il faut dire que les subventions de l'État ne sont pas encore conséquentes. Nos projets sont subventionnés par des bailleurs extérieurs. Ouais. Chantal, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Nous n'avons pas. C'est vrai que nous avons un appui technique, institutionnel du ministère de qui nous dépendons, mais nous n'avons pas d'accompagnement financier. Alors Chantal, tout à l'heure, vous évoquiez le problème du travail dans les maisons, donc travail domestique de jeunes personnes. Et vous avez aussi parlé de cette jeune fille béninoise. Et c'est très souvent le cas. Il y a beaucoup de personnes qui vont finalement se retrouver sujets à des traites, finalement, et à un trafic international du fait de conflits, de problèmes d'instabilité, de pauvreté dans leur pays d'origine. Donc c'est l'apatridie, finalement, qui est le problème. Est-ce qu'on constate que beaucoup de jeunes personnes, filles ou garçons, viennent finalement de l'étranger pour travailler en Côte d'Ivoire? Oui, quand vous faites non seulement pas seulement dans le secteur du travail domestique, mais quand vous longez les rues d'Abidjan, les grandes voies là, la plupart des mineurs qui sont là viennent des pays limitrophes. C'est ça, Moi, généralement, quand je les vois, je m'arrête, je les interroge, j'échange un peu avec eux pour voir comment est-ce qu'ils sont arrivés ici et pour qui ils travaillent et quel est leur projet en fait. Voilà. Récemment, la semaine dernière, j'étais à Yamoussoukro, j'étais dans un restaurant et puis des jeunes sont venus. Quand vous êtes assis, il y a des jeunes qui viennent avec des Kleenex. Voilà. Et donc, j'ai échangé avec un qui venait d'arriver du Mali. C'est ça. Et donc, puis on sait qu'il y a beaucoup de problèmes politiques et sécuritaires au Mali. Il me dit que, en fait, leur groupe est arrivé il y a à peine une semaine. Et chaque mois, il y a un groupe qui arrive, un groupe d'enfants qui arrive et qui travaille pour quelqu'un qui est dans la localité. Donc, c'est un phénomène qui touche, on va dire... transnational. Donc, ça ne devrait pas être finalement une synergie, une coopération entre les différents pays de la sous-région pour éradiquer ce problème? Normalement, et je pense que le CNS, Comité national de surveillance des actions, des actions liées au travail des enfants, travaille dans ce domaine-là pour vraiment signer des accords, que ce soit bilatéraux, multilatéraux, avec les pays limitrophes pour surveiller en fait le trafic transfrontalier qui implique les enfants. Et ça, au niveau d'Abidjan, nous avons la sous-direction en charge de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile qui est activement vraiment engagée dans ce travail-là et qui retire en fait les enfants, je peux dire étrangers ou bien non nationaux, qu'on retrouve dans les commerces ici à Abidjan, littéralement sont retirés et on fait la recherche des parents pour la réunification familiale. Et vous avez déjà pu faire des réunifications familiales? Si, au Burkina, au Mali, ça se fait, en s'appuyant sur les consuls. Et on avait parlé tout à l'heure de trafic dans les mines, trafic, on va dire, dans les rues, etc. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant, c'est le trafic aussi sexuel des enfants. Comment ça se passe en général quand vous réussissez à identifier un enfant issu du trafic sexuel? Est-ce que vous faites intervenir la police? Comment vous réussirez à tirer ces enfants-là de ce trafic-là, qui est encore plus difficile même qu'une simple exploitation dans des mines? Oui, généralement, nous travaillons avec les institutions. Nous avons des réunions avec elles. Donc, quand il y a ce cas quand nous sommes face à ce genre de cas, automatiquement, on les informe et c'est eux qui font le suivi. Est-ce que c'est facile d'identifier? Parce que quand vous parlez de la petite fille, par exemple, de 12 ans, on ne peut pas savoir réellement si elle se fait violer ou est-ce que... Comment vous savez que c'est à partir de ce moment-là, c'est un trafic sexuel qui se passe? Oui, généralement, quand il y a ce genre de cas, ce qu'on cherche à faire, on extirpe l'enfant de l'environnement. On l'enlève de l'environnement. Et on met la main, par exemple, si on a identifié un auteur, on met la main sur la personne. Et puis, le processus suit son cours. Vous n'êtes pas souvent menacé par des gens? Mais bien sûr, bien sûr. Des réseaux qui ont menacé, qui vous menacent de mort souvent? Ça, c'est si je peux intervenir à ce niveau, il faut dire que nous travaillons en collaboration avec la brigade de protection des mineurs. Voilà. Et donc, c'est plutôt en amont, elle qui se charge
voilà, de faire des descentes dans des lieux, je veux dire, assez dangereux, voilà, puisque ce secteur-là est encadré par des gens un peu dangereux, donc des civils ne peuvent pas s'y engager comme ça. Donc si nous, on identifie des lieux comme ça, on en parle à la brigade de protection des mineurs qui va maintenant sur les lieux pour investiguer et faire sortir des mineurs s'il y en a. Donc nous, on ne fait que les recevoir et puis s'occuper de la réunification familiale. Est-ce que vous êtes positif? Vous vous dites qu'à un moment, ça va s'arrêter, tout ça, ça sera derrière nous? Moi, je suis positif au vu du cadre institutionnel, voilà, du cadre législatif qui abonde de textes qui visent à vraiment lutter contre la traite, le travail des enfants, l'exploitation économique, même l'exploitation sexuelle, tout ça. Vous, Justine? Effectivement, moi, je suis également positive, mais au-delà des cadres institutionnels, des lois qu'on prend, il faut passer à l'action. C'est ça. Il faut passer à l'action. C'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, quand vous prenez le secteur du travail domestique, quand vous cherchez même du personnel de maison, vous n'en trouvez plus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pratiquement va à l'école. Personne n'est prêt à donner son enfant comme avant. C'est vrai que le phénomène continue d'exister, mais à un degré, j'allais dire, moindre. Donc, pour dire que si tout le monde s'y met, si la sensibilisation est vraiment amplifiée, je pense que les choses vont s'atténuer. Et aussi, au niveau des actions, au niveau des pays, avec les pays frontaliers, il faut qu'il y ait une synergie d'action pour que ce phénomène-là, autant on cherche à les réduire ici, à travers un certain nombre d'actions, il faut que ces actions-là aussi soient répercutées dans ces mêmes pays d'origine. Voilà. Alors, parce que les enfants qui travaillent, ce n'est pas seulement des enfants nationaux, c'est des enfants qui viennent d'ailleurs. Voilà. Alors, on a évoqué vraiment brièvement et en surface le problème du travail des mineurs dans les plantations de cacao. Alors, il y a une initiative qui a été prise il y a quelques mois par la Suisse pour surtout limiter les possibilités des multinationales qui sont impliquées dans l'exploitation du café-cacao, parce qu'en faisant cela et en changeant peut-être leur attitude, la main-d'œuvre moins chère, qui est donc la main-d'œuvre des enfants, peut être diminuée. Du côté de l'État ivoirien, on a augmenté le prix du cacao également pour réduire un peu la précarité des planteurs de cacao. Vous pensez que ce sont des mesures qui peuvent être efficaces, qui peuvent quelque part de manière peut-être indirecte aussi toucher les enfants de manière positive? Nous sommes vraiment positifs dans ce domaine puisque, comme je le disais, ce sont des décisions en amont qui montrent en fait qu'il y a une réelle volonté politique, voilà, de lutter ou de faire cesser le phénomène. Donc, en attendant d'investir peut-être le terrain massivement pour identifier les cas, il faut préparer le cadre législatif, le cadre institutionnel pour accompagner ces enfants qui seront identifiés. Et nous pensons que la volonté a été déjà matérialisée par la construction même de centres d'accueil dans des zones forestières telles que Soubré. Voilà. Donc, puisqu'on sait que ce sont des zones où il y a une forte prévalence, voilà, d'enfants impliqués dans les plantations. Voilà. Donc, ce centre-là, par sa présence dans ce genre de zone, permet automatiquement de prendre en charge ces enfants qui seront identifiés. Donc, je veux dire qu'il y a une volonté qui est déjà manifestée là, même si pour le moment, il n'y a pas de centre de cette sorte-là partout pour accueillir tous les enfants, mais au moins, on voit qu'il y a de façon progressive quelque chose qui est en train de se faire. Chantal? Oui, effectivement, nous saluons cette initiative et d'autres initiatives d'ailleurs, parce que tout ce qui est fait pour protéger les enfants, nous pensons que ces choses-là sont les bienvenues. Donc, si des initiatives sont prises pour augmenter le prix du cacao, en augmentant le prix du cacao, c'est inciter les planteurs à scolariser leurs enfants, à ne plus utiliser les enfants pour aller dans les plantations. C'est une bonne chose que de scolariser ces enfants. Donc, nous saluons cette décision-là et attendons encore d'autres actions un peu plus poignantes. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à tous les deux. Alors, Kadi, juste un petit rappel, je voulais leur permettre de donner leur contact téléphonique au cas où ils voudraient alerter, où il y a des gens de la population qui voudraient alerter vos numéros de téléphone rapidement. Sur un cas.
Voilà. OK. Le RIDEF, c'est au 07 Oui. 77 05 14 74. D'accord. Et vous? Ok. L'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, le fixe, c'est le 20 22 87 07. Donc maintenant, on met le préfixe au Oui, c'est ça. 27 devant. Voilà, donc au 27 20 22 87 07. Voilà, afin qu'on puisse dénoncer si on Voilà, c'est une antenne, en tout cas. Voilà, si en tout cas on sait qu'il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance ou bien de travail forcé, on peut appeler ces numéros-là, ils seront là pour nous. Mesdames et messieurs, vous ne partez pas, l'émission continue après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous préféré sur NCI. Alors c'est maintenant l'heure pour Dija de nous livrer ce qu'il a marqué dans l'actualité de ces derniers jours. C'est ce qu'on retient et c'est tout de suite. J'adore quand vous me regardez tout comme ça. Oui, on est suspendu à tes lèvres, on est très Alors, chers téléspectateurs et vous, mesdames, aujourd'hui, on va parler de sécurité et notamment de la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale, j'ai nommé la BRI. Alors, elle a lancé le 15 janvier dernier une vaste opération appelée Opération Coup de poing en vue de lutter contre le grand banditisme dans la capitale abidjanaise. D'accord. Il y a certaines communes qui sont dites sensibles où le banditisme est plus accru. Il s'agit donc des communes de Koumassi, de Cocody, d'Abobo et d'Adjamé. Voilà. Il faut savoir que depuis un certain temps, les braquages dans certaines boîtes de nuit, des vols à main armée, à l'arme blanche, des vols de motos de services de livraison se font de plus en plus ressentir dans la capitale. Et donc, c'est une opération qui a pour but de ramener la quiétude chez les populations. Et depuis le lancement de cette opération Coup de poing, la BRI enregistre déjà plusieurs succès, dont l'interpellation d'un faussaire qui s'était spécialisé dans la vente illicite de terrain dans la ville de Grand Bassam. Donc, c'est-à-dire que lui, sa spécialité, c'était de vendre des terrains qui ne lui appartiennent absolument pas. Ah, c'est horrible, ça. Et il a été arrêté. Et aussi des agresseurs dans la commune de Koumassi qui opéraient depuis un certain temps, qui ont aussi été arrêtés. Et ça, c'est vraiment de quoi ramener un peu de sérénité et de quiétude chez les populations. Donc, je rappelle que la BRI est une unité spéciale de la police criminelle dirigée par le commissaire Yao et qu'elle ne peut être contactée, attention, écoutez bien, qu'en cas d'urgence, parce qu'on se connaît. On sait que nous, on a tendance à appeler pour tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence ou si autour de vous, ce n'est pas vraiment une situation d'urgence, ça ne sert à rien de les appeler. Voilà, vous les voyez, ils sont baraqués, ils sont cagoulés et tout. Non, mais tu sais, quand tu as une situation d'urgence, tu appelles la police. Exactement. Générale, et eux, ils sont à même de dire quelle brigade est supposée aller sur le terrain. Ils ont un numéro gratuit aussi qu'on appelle ? Oui, ils ont un numéro gratuit qui est disponible sur leur page Facebook. Il faut juste taper police secours ou tout simplement la BRI et vous avez toutes les informations. On voit qu'après, ils deviennent comme le SARS au Nigeria, là, parce que c'est généralement ça. Quand ils créent des brigades comme ça, au début, c'est chic. Au début, c'est chic. Et puis après, maintenant, quand il y a plus de banditisme... Je ne suis pas sûre, parce qu'ils interviennent vraiment en cas d'extrême nécessité. Donc, tant qu'il y a normalement toutes les brigades qui sont là déjà, qui interviennent, et eux, ils arrivent vraiment quand c'est du lourd. Oui, et puis c'est vrai que les SARS sont vraiment déployés partout. Exactement, alors que là, c'est une seule unité qui... Moi, je pense que ça se fait sentir quand même. On sait on est un peu plus apaisé. Ouais. Tout à fait, c'est vrai. Surtout au niveau des vols, il y a récemment eu plusieurs boutiques de mèches. Je ne sais pas pourquoi les mèches ont été ciblées. Je ne sais pas pourquoi. À 120 000 francs la boule. En même temps, c'est cher. Oui, je pense que les voleurs se sont rendus compte que c'est un secteur très lucratif. Elle a perdu tout. Elle vient le matin, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Si. Elle rentre le matin dans sa boutique et tout a été vidé. Ils ont vidé toutes les perruques sans exception. Ils ont laissé les têtes de mannequins. Là. Ce qui est bien de rappeler, c'est qu'avec les vidéosurveillance aussi, ils réussissent à interpeller des faussaires. Donc, j'ai bon espoir que les voleurs seront... Tout à fait. Merci, Dija. Alors écoutez, on les avait reçus lors d'une précédente émission, mais aujourd'hui on a décidé de leur faire une lucarne en faisant un portrait de cette ONG qui lutte, je parlais de ça tout à l'heure, contre l'exploitation des mineurs victimes de la prostitution. Et c'est dans le miroir de l'ONG Kavoe Kiva. Construit sur un étage de 2 niveaux dans la commune d'Adjamé,
Le centre de transit communautaire de l'ONG Kavoe Kiva accueille depuis 2011 des enfants victimes d'exploitation et de maltraitance. Mariam Ouattara est la directrice exécutive de cette ONG. Kavoe Kiva signifie en langue locale Goro « Unissons-nous ». C'est une cinquantaine de bénévoles et d'éducateurs qui s'unissent au quotidien pour offrir un avenir meilleur à de jeunes enfants issus de milieux différents, mais dont les histoires sont tragiquement similaires. Il y a des enfants qui ont été abandonnés parce qu'elles ont été accusées d'avoir ôté la vie à leur géniteur. Du coup, elles ont été bannies de leur village. Avant d'être bannies de leur village, elles ont été bannies par leur famille d'abord, ensuite le village, et elles ont été obligées de quitter leur village. Nous avons également des victimes de traite des personnes. Ces victimes-là, elles ont été à la base confiées soit par leurs parents ou même par une tierce personne en vue de leur scolarisation. Mais malheureusement, une fois arrivées en ville, puisque le plus souvent, cette transaction se fait dans les hameaux les plus reculés, les villages, les campements et autres, et même dans les villes des fois. Mais une fois arrivés, malheureusement, au lieu à destination, ces enfants sont placés à d'autres fins en vue de leur exploitation. Des bénévoles rendent visite aux filles plusieurs fois par semaine. Entre ateliers de bricolage et cours d'alphabétisation, le programme quotidien de ces jeunes pensionnaires est chargé. Ça leur permet déjà d'être occupées, donc forcément elles ne ressassent pas en permanence ce qu'elles ont vécu. Et puis l'alphabétisation, bien sûr que ça les aide, puisque 80% des filles qui arrivent ici n'ont pas été à l'école. Donc même si elles restent en moyenne 3 mois, parfois il y en a qui restent beaucoup plus longtemps, au moins elles ont pu apprendre un petit peu à déchiffrer. Pour les plus grandes, ça va un peu plus vite, donc au moins. Mais voilà, ça leur servira forcément après dans la vie. Donc ça c'est sûr. C'est à la fois les occuper et à la fois les occuper intelligemment pour qu'elles puissent faire quelque chose qui leur serve plus tard. Des activités que semblent apprécier ces petites filles. Ici, on fait des bracelets. C'est élastique et ça nous plaît beaucoup. Et c'est les blanches. À une fois, si on voit. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et mes camarades aussi. Donc, je veux qu'ils envoient tous les jours. Parce que ça nous plaît. Donc, ça, on les fait comme ça. Les hommes, ce sont des bracelets. On les met sur le poignet. C'est très, très joli. Depuis la création de l'ONG en 2003, Kavoe Kiva apporter assistance à plus de 10 000 enfants. C'est environ 1 millier d'adolescents et de jeunes filles que le centre de transit a pris en charge et accueilli depuis son ouverture en 2011. La finalité, c'est de pouvoir réunifier ces enfants dans leur famille. Et tout le process est mis en place avec la contribution des psychologues, des assistants sociaux, des acteurs, des intervenants sociaux en vue de rechercher les familles, retrouver les familles, faire la médiation et ensuite procéder à la réunification familiale. Des formations au métier de la couture et de la coiffure sont fournies aux jeunes filles. Un monde sans exploitation, ni violence, ni abus à l'égard des enfants et des femmes. C'est le rêve de Mariam et son équipe. Un rêve qu'il s'attache à concrétiser jour après jour à travers son ONG. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous allez Bonjour, bien? bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Merci de me recevoir. Alors Kavoe Kiva est principalement axé sur la protection des jeunes filles mineures, victimes de prostitution surtout. C'est ce qu'on a vu dans le... Prostitution, mais pas que. En fait, il y a autant d'histoires que de jeunes filles accueillies. Beaucoup de cas de travail forcé, d'exploitation commerciale, des jeunes filles qui sont servantes dans des familles, quoi, tout simplement. Ça, il y en a beaucoup. Et après, il y a des mariages forcés, des victimes en effet d'exploitation sexuelle, prostitution forcée, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de cas. C'est large. Et comment vous faites votre recensement ? Comment est-ce que vous découvrez ces personnes-là ? Vous travaillez avec la police ? Oui, exactement. Dans la plupart des cas, c'est des jeunes filles soit qui sont trouvées dans la rue, soit qui ont fugué de leur situation de vulnérabilité, donc qui ont fugué. Et c'est la police qui les retrouve et qui nous réfère les cas à Kavoe Kiva. Donc on travaille en très forte collaboration avec la police, enfin la police criminelle en fait, et le sous-département de la police criminelle qui est en charge de la lutte contre la traite des enfants. Ouais. Donc c'est eux qui nous réfèrent 80% des cas.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, et on l'a entendu tout à l'heure de la part d'un de nos invités ou d'une de nos invitées, c'est que vous faites partie des rares ONG qui ont un centre d'accueil sur la place et qui, du coup, peuvent effectivement accompagner, aider à la guérison de ces jeunes personnes qui sont un petit peu traumatisées et aussi à leur alphabétisation et à leur réinsertion dans la société au besoin. Ça doit être énormément de travail parce qu'on imagine que quelque part, vous chargez de beaucoup de personnes. Oui. En fait, nous, notre centre, c'est un centre de transit. Donc, les filles, elles ne sont pas vouées à rester là éternellement. Dès qu'elles arrivent et qu'on écoute leur histoire et qu'on comprend d'où elles viennent et surtout quel est leur projet de vie, parce qu'elles nous font part de leur choix aussi de vie. Quand elles ne vivent pas chez elles, parfois, c'est de retourner dans leur famille, etc. Nous, on va à la recherche des familles, on fait de la médiation et ensuite des réunifications familiales. Donc, depuis la création du centre en 2011, il y a eu plus de 930 réunifications familiales. D'accord. Donc, c'est des filles qui ont pu rentrer chez elles avec un projet de vie. Les parents s'engagent, signent devant les autorités et s'engagent à respecter ce projet de vie. Donc, ça, en général, c'est des histoires qui terminent bien. D'accord. Donc ça, c'est chouette. Et il y en a pour qui c'est plus long, pour qui les réunifications familiales sont compliquées, notamment dans les cas des enfants dits sorciers, qui sont des enfants qui ont été bannis, exclus de leur communauté. Donc là, il n'y a pas tellement de réunification familiale possible. Donc dans ce cas, c'est de la prise en charge à plus long terme, quoi. Est-ce qu'il y a des récidives ? C'est-à-dire des filles quand les parents s'engagent devant les autorités et tout ça, est-ce qu'on vous retrouvez ces filles-là parfois encore dans la rue ? C'est très rare. C'est rare. Oui, parce que en fait, pendant les réunifications familiales, il y a la police qui est là, la police criminelle, il y a la direction de la protection de l'enfance, il y a les autorités locales qui font foi de temps en temps, et les parents s'engagent et la police fait un rappel à la loi, de la sensibilisation en fait pour dire la place d'un enfant c'est à l'école et c'est pas en train de travailler ou ces choses-là. Donc normalement les parents sont sensibilisés et c'est pas eux les responsables. Les maltraitants en fait, nous on a recours à la justice. On porte plainte contre les maltraitants, que ce soit les parents dans certains cas, ou bien la tante, ou les encore pire, parfois les réseaux de traite. Là, nous, on fait appel à la justice. Donc, en général, les parents sont contents de retrouver leur enfant sain et sauf, et qui est dans de bonnes conditions physiques. Donc, en général, non, il n'y a pas tellement de récidives. Alors, ma question pourrait paraître bizarre, parce que j'imagine que vous devez en voir des choses. Mais de votre expérience, quel est le cas le plus émotionnel ou le pire cas que vous ayez reçu dans votre ONG ? En effet, c'est difficile à dire parce qu'il y a toujours des histoires différentes. Moi-même, je ne pensais pas que ça existait encore. Wow. Il y a une jeune fille qui a été forcée d'être mariée à 13 ans. Ça arrive très régulièrement. La dernière fois, on a une petite fille qui est arrivée, qui a 8 ans, et elle était servante chez sa tante. Ça arrive très souvent. Et elle s'était mal comportée, elle avait mal agi. Et donc, sa tante avait pris un couteau qu'elle avait mis dans le feu et l'avait brûlé à différents endroits. Donc, c'est quand même d'une violence rare, quoi, d'une cruauté sans nom. Et voilà, il y en a plusieurs. On a aussi une petite fille qu'on accueille qui, elle, a été accusée de sorcellerie dans son village quand elle était plus petite. Elle avait 7 ans, parce qu'un membre de sa famille est mort et personne n'a compris, donc on a dit que c'était elle. Et donc elle a été bannie de son village à 7 ans, elle a pris ses affaires. Mais pour les cas où les filles, les filles qui ont été piquées par exemple avec des couteaux, qu'est-ce qui arrive aux parents, aux personnes responsables de ça ? On recherche les responsables et on porte plainte contre eux. Et après, la justice fait son travail. Nous, on ne peut pas gérer cette partie. On porte plainte. Et pour les cas, justement, de ces enfants sorciers, vous avez dit tout à l'heure, la réinsertion est très difficile. Donc, est-ce qu'elle reste plus longtemps, jusqu'à la majorité ? Qu'est-ce que vous faites pour elle ? En fait, Kavo Ekiva devient tuteur légal de ce genre de filles. Et Kavo Ekiva est tuteur légal d'une petite 50aine de filles actuellement. Il y en a beaucoup qui sont à l'orphelinat de Grand Bassam. Qui s'appelle orphelinat, mais qui est plutôt un internat, parce que dès qu'elles sont malades, elles rentrent. Pendant les grandes vacances, elles rentrent, etc. Donc, Ekiva doit payer tous les frais de scolarité, maladie, des trucs comme ça. Et elles vont à l'école, et voilà. Donc, ces filles-là où la réunification n'est pas possible, ou en tout cas va être de très longue durée, eh bien, elles sont prises en charge là-bas. Et quand elles sont plus grandes, elles sont prises en charge au centre, parce que l'orphelinat de Grand Bassam, c'est seulement jusqu'à la primaire. D'accord. Et du coup, elles reviennent dans le centre. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des formations professionnelles, couture, coiffure, etc. C'est justement pour que ces filles-là deviennent autonomes
En fait, Kawo Ekiva, c'est toujours un peu le papa et la maman, quoi. On est toujours derrière elle, et donc il faut faire un accompagnement après à long terme, quoi. Mais d'où vient votre argent, pardon? Comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça? Eh ben, c'est la question qu'on se pose tous les jours, et on travaille tous les jours pour ça. C'est clair que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc c'est toujours un gros problème, parce qu'en plus on a des besoins financiers réguliers, puisque c'est la vie quotidienne, quoi. C'est les filles, elles sont là, il y en a toujours qui arrivent. Donc, on répond à des appels à projets de fondations d'entreprises, de bailleurs de fonds, l'ONU par exemple, l'Union européenne. Voilà, il y a plusieurs bailleurs de fonds comme ça qui proposent des appels à projets. D'accord. Donc, on fait comme ça. Et puis, sinon, ce qu'on aimerait développer, c'est la possibilité d'avoir plus de donateurs privés, particuliers. N'importe qui fait un petit don, soit régulier, soit de temps en temps. Donc, on est en train de développer ça pour aider les gens à donner, en fait. Parce que pour le moment, c'est pas possible. Parce que pour le moment, c'est possible. En carte bancaire depuis la France, on a créé une plateforme de paiement en carte bancaire en ligne. Et on va développer le mobile money ici, parce que c'est plus démocratisé ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on est en train de refaire notre site internet. Voilà, on essaye de faire en sorte de faire connaître l'ONG pour récolter plus de fonds. En dehors des financements, est-ce que vous avez besoin également de main-d'œuvre, de bénévoles pour vous assister au quotidien avec ces filles-là? On a un certain nombre de bénévoles qui viennent de l'AIFCI, c'est l'association des femmes françaises de Côte d'Ivoire, je crois. Donc elles sont très engagées, c'est elles qui font les cours d'alphabétisation, qui font les activités avec les filles l'après-midi. Donc elles nous aident beaucoup. Après, tous les gens qui travaillent chez Kawo Ekiva sont bénévoles en réalité, parce qu'on n'a pas les moyens de payer des salaires. Donc, c'est très bien d'avoir des bénévoles et les gens sont très investis. Le problème de ça, c'est qu'il y a du coup beaucoup de turnover. Forcément, si les gens trouvent un travail éternellement. Voilà, c'est clair que c'est logique. Donc voilà, c'est sûr que pour nous, on essaye de fidéliser, de trouver des solutions, parce que c'est quand même compliqué de s'occuper de filles comme ça, les écouter, etc., faire un bon suivi, être doux, enfin voilà, c'est un apprentissage. Donc si en plus les bénévoles changent tous les 2 mois, on ne peut pas s'en sortir. Alors justement, vous évoquez un petit peu le suivi. Alors on sait que beaucoup de ces jeunes filles sont quelque part traumatisées, ont subi à la fois des sévices corporels, mais aussi de l'abus psychologique. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une formation peut-être un peu plus professionnelle qui est nécessaire pour pouvoir les aider, même si c'est un centre de transit, à guérir, entre guillemets? Qu'elle passe par un... Non, je dirais, que ce soit à votre niveau même. Nous, on a un psychologue qui est là, qui fait du suivi psychologique de toutes les filles. Un psychologue et une assistante sociale. L'assistante sociale, elle est là à temps plein. Le psychologue, il est là 2 jours par semaine. Donc ça, déjà, ça nous permet, nous, de savoir, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est trop compliqué à gérer, le psychologue peut gérer ça. Et après, tous les bénévoles qui travaillent, ils sont formés, et on continue à se former un petit peu à la pédopsychiatrie, enfin comment est-ce qu'on gère des enfants, etc. Donc on a eu une formation la semaine dernière, on continue à se former, parce qu'en effet, on apprend un peu sur le tas, mais en effet, ça demande quand même une petite expertise. Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil, c'est-à-dire à un moment, on ne peut pas dépasser un certain délai, un certain nombre de pensionnaires? Normalement, on a entre 50 et 80 filles qui peuvent être accueillies dans le centre. En même temps. Ça veut dire que... après, je sais que je n'étais pas là, mais je sais que pendant le Covid, je crois que toutes les filles de Kawo Ekiva qui étaient à Grand-Bassam ont dû revenir. Et je crois qu'il y a déjà eu plus de 120 filles en même temps dans le centre. C'est déjà arrivé, mais c'est moins agréable, forcément. Donc, normalement, on peut accueillir entre 50 et 80 filles. Actuellement, il y en a un peu plus de 50. Et vous envisagez de développer encore dans d'autres villes, par exemple? Oui, en tout cas, je sais que le président, il est souvent appelé, même dans d'autres pays, en disant on sait ce que vous faites et on aimerait bien vous voir venir. Mais nous, on essaye déjà d'être efficace sur ce qu'on fait ici en Côte d'Ivoire. Et comme en plus, il y a des arrivées sans arrêt, toujours des nouvelles. Oui, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup, Alexandra. Peut-être qu'on va aussi vous donner l'opportunité de nous donner s'il y a une antenne, un numéro de téléphone à appeler en cas... Oui, alors vous pouvez aller sur le site www.ongkawoekiva.org, et là, vous avez toutes les informations. Et nous, on est très, très friands d'avoir des gens qui viennent nous voir, qui viennent rencontrer les filles, voir le centre, poser des questions. On est très ouverts à répondre. Et si vous avez envie de donner un petit peu, de mettre votre petite pierre à l'édifice,
On sera très reconnaissants. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Ouais. merci encore Alexandra d'être passée et puis de nous avoir donné donc toutes ces informations. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Retour sur le plateau des femmes d'ici et nous sommes dans la toute dernière partie de notre émission, n'est-ce pas Aurélie? C'est cela, tout à fait. Nous allons parler d'ailleurs de nos coups de gueule et de nos coups de cœur du moment au sujet de l'actualité. C'est dans le Ça crush ou ça clash. Alors, je sais qu'on est au début du mois de mars et que ce dont je vais parler va arriver d'ici 3 semaines, mais je voudrais surtout parler d'une dame qui est l'initiatrice, et je pense que tu sais de quoi je parle, Kadi. D'abord, je veux parler de cette dame. Elle s'appelle Patricia Kalou, qui est une grande, on la connaît, une grande sœur à nous, on l'appelle affectueusement grande sœur, mais c'est aussi une très grande productrice, animatrice en Côte d'Ivoire, une des pionnières d'ailleurs. Et elle a fait le constat justement qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a malheureusement aucune promotion du 7e art de manière générale. On a le FESPACO pour le Burkina, on a les Oscars pour les États-Unis, on a les Césars pour la France, etc. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien jusqu'à il y a 2 ans où elle a initié justement le NISA, qui c'est la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Et donc, Patricia Kalou, qui justement en a fait son cheval de bataille. Et l'année dernière, ça a été un très grand succès. D'ailleurs, Kadi même a reçu, je crois, le prix de la meilleure actrice. Meilleure actrice cinéma de Côte d'Ivoire. Cinéma de Côte d'Ivoire. Et du coup, là, ça s'est tellement très bien passé que, bah voilà, elle renouvelle encore l'expérience cette année. Donc, ça va se passer le 20 mars prochain au Sofitel et vous pourrez avoir, bien sûr, la liste des nominés sur le site www.nisa, donc www.nisa.ci. Allez-y, votez et encouragez le 7e art ivoirien. On peut pas vraiment mettre autre chose que ça. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'est une belle initiative, effectivement. Eh oui. Voilà. Alors, moi, je pars au Ghana pour mon crush, parce que je sais que ça vous paraît bizarre quand je dis Ghana. Pourquoi? Non. Ça dépend de tu partais au Ghana, tu disais que tu allais partir. Non, je pars au Ghana pour mon crush parce que le Ghana est aujourd'hui en train de faire la promotion de culture, des cultures africaines via l'éducation. Ah, d'accord. Donc, maintenant, les élèves pourront porter des pagnes pour aller à l'école. L'uniforme scolaire, maintenant, ce sera des pagnes. C'était pas ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas pour toutes les écoles encore. Ils sont encore en train de le faire avec certaines écoles. Mais l'idée, justement, c'est que les élèves n'ont plus forcément à porter des tissus et qu'ils peuvent maintenant porter des pagnes pour aller à l'école. Et ça, pour moi, ça a été un boom. C'est juste que là, le premier pays en Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'en Afrique du Sud, je ne sais pas si ça se faisait, mais en tout cas, en Afrique de l'Ouest, le Ghana devient le premier pays à encourager cela. Et voilà, pour moi, c'est un beau crush. Yeah. Pas mal. Oui. Alors, après, c'est pas une wax ou pas? Voilà, exactement. Franchement, je sais que j'ai levé les doigts. Alors, je sais pas, ils n'ont pas dit exactement si c'est du wax. Le pagne n'est pas africain, je suis désolée. Je sais. Enfin, il est d'adoption. On l'a adopté. Non, on l'a adopté. Et puis, en plus, quand on dit pagne, généralement, on pense tout de suite à l'Afrique. Et la manière dont ces enfants-là vont portrait, comme on dit, tu vois, pour eux, c'est le pagne, c'est du pagne africain. Mais tu sais ce qu'ils pourraient faire de mieux encore, c'est par exemple, ils ont le tissu. Exactement. Le kente, par exemple. Tout à fait. Tu vois, c'est là-bas que ça va, en fait. C'est comme ça, c'est un début. Ok. Ça part là-bas. Mais d'ailleurs, on dû faire du kente direct. Non, mais ça va, c'est pas mal. Ça va. Moi, je sais pas, c'est un peu mitigé de mon côté. Bon, les filles, moi, je vous emmène beaucoup plus loin. On va aux États-Unis. Le mois des African Americans vient de s'écouler, mais quand même, il y a encore des conversations autour de tout ce qui est lutte pour les droits civils aux États-Unis. Et surtout, en préface de ce dont je veux vous parler, je vais quand même vous dire que le film dont j'ai envie de vous parler, qui est mon gros... Et cette histoire est très bien écrite, elle est très bien jouée. Et ce qui est dramatique, c'est en fait, le focus est fait sur une taupe, qui est un repris de justice qui a été intercepté par le FBI. Et comme il n'avait pas le choix, qu'il allait se faire... il aurait fini en prison. En fait, il lui demande de s'infiltrer et de rejoindre les Black Panthers jusqu'à qui était sorti avec un aveu, donc des déclarations de ce jeune homme
qui, lui, estimait qu'il n'avait rien fait de mal, mais quelques heures après la publication de ce documentaire, il y a quelques années, je crois que c'est dans les années 80, il avait commis un suicide. Donc, quelque part, voilà, vraiment beaucoup de culpabilité parce qu'il a tué une icône il a participé à tuer... Ça a l'air tout spoilé quand même. Hein. Ça a l'air intéressant. J'espère que tu n'as pas spoilé tout, hein, quand même. Hein, non. Non, moi, j'aime. De toute façon, on a une idée. Bon, ça fait partie de l'histoire. Les hackers ivoiriens vont trouver le moyen de regarder. Non, mais je pense que ça va venir. Déjà, c'est magnifique. Et puis, il faut savoir que aussi, ce qui est canon, c'est que Daniel Kaluuya, qui est l'acteur principal qui joue Fred Hampton, c'est un British ougandais qui est excellent. Mais excellent. Mais quand tu l'entends, son accent de Chicago, on dirait qu'il est né là-bas et qu'il a grandi là-bas. C'est juste magnifique. J'ai vu un acteur aussi, c'est lui qui a fait Get Out. Oui, c'est lui qui a fait Get Out. C'est un très bel acteur. Les deux sont très bons. Un film génial. Bon, ben écoutez, à toi. J'ai un clash aujourd'hui. Changer un peu. Le groupement des sapeurs-pompiers a fait récemment un post sur les réseaux sociaux pour crier un peu leur ras-le-bol. Ils sont refoulés quand ils arrivent dans certaines structures sanitaires, avec des malades, avec des blessés, des accidentés de la route, etc. Et les raisons sont parfois que les blessés sont sales et que ces structures-là sanitaires ne peuvent pas les recevoir. Je ne comprends pas si quelqu'un a subi un accident, qu'il a du sang ou qu'il a de la boue, de la terre, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'une structure sanitaire se donne le droit de refuser un malade? Ça, pour moi, c'est incompréhensible et ça me prend aux tripes. Je suis complètement... Quand je lisais cette histoire, je me demandais, mais on est où là, en fait? Pourquoi est-ce que... eux, ils sont là, c'est le premier... c'est les personnes qu'on appelle directement lorsqu'il y a un sinistre. Et eux, c'est pas à eux de prendre en charge le malade. Ils font les premiers soins, etc. Mais après, il faut qu'un hôpital, qu'une clinique prenne complètement les malades en charge. Et même quand ils ont des documents signés par la loi qui obligent les hôpitaux justement à prendre en charge les malades, ils se retrouvent à négocier, c'est pas leur travail. Et la chaîne, c'est vraiment une chaîne de solidarité. Il y a d'abord les personnes qui appellent les pompiers, il y a les pompiers, ensuite il faut que les médecins prennent le relais et pour que ces malades-là recouvrent la santé. Mais malheureusement... De toute façon, moi, j'ai un gros clash contre le système de santé. Exactement. Oui, même, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont pas mentionné les centres de santé qui refusent, mais bon, c'est que pour moi, c'est vraiment un clash. Je pense qu'ils ont même tout ce qu'ils ont demandé en plus, qui est le minimum, c'est qu'on leur donne un numéro de téléphone. C'est-à-dire que quand ils vont prendre les malades, ils vont appeler sur ce numéro, le numéro pour savoir les disponibilités. Est disponible, il y a de la place ici ou pas. Bon, c'est un clash. Les filles, on est obligés de... Pardon, le pire, parce que ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Cette histoire de système de santé, comment tu peux, c'est-à-dire même pour un pansement, on ne soigne pas un enfant qui a été accidenté, on le laisse mourir dans les couloirs. En Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Il faut qu'on privilégie la vie à la mort, parce que à l'argent. S'il vous plaît. Merci. Donc voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer. On se retrouve comme tous les jours demain, même plateau, même heure. À bientôt.